dieu éléphant. Farid était un enfant pauvre de Bénarès et n'allait pas à l'école, à son grand désespoir. Son seul trésor était une petite statuette de Ganesh, le dieu hindou, au corps d'enfant et à la tête d'éléphant, que son grand-père lui avait donné avant de mourir. Cette statuette représentait Ganesh, assis sur des coussins en train de manger de petites pâtisseries. À côté du dieu éléphant figurait un petit rat avec une selle. C'était la monture de Ganesh. Ensemble, l'éléphant massif, puissant et réfléchi, et le petit rat rapide et malicieux trouvaient toujours la solution à tous les problèmes. C'était du moins ce que les hindous pensaient, et Farid aussi. Tous les matins, après avoir préparé à manger à sa mère, Farid partait sur les bords du Gange, où il passait sa journée à vendre des babioles aux touristes. Le soir, quand il revenait de son travail, son premier geste était d'aller retrouver sa statuette qu'il cachait à l'intérieur de son oreiller et de la prier d'exaucer ses vœux. Son souhait le plus cher était de gagner la somme d'argent qui mettrait sa mère à l'abri du besoin et lui permettrait d'aller à l'école. Un soir que Farid fouillait, comme d'habitude, dans la paille de son oreiller, il pâlit et sa bouche devint toute sèche. Il ne trouvait pas sa statuette. Affolé, il demanda à sa mère si quelqu'un était venu, mais comme elle était alitée toute la journée, elle lui répondit qu'elle n'avait vu personne. Ce soir-là, Farid s'endormit en pleurant. Pourtant, au milieu de la nuit, une drôle de sensation le réveilla. Il alluma une bougie et aperçut un rat. Son premier mouvement fut de vouloir le tuer. Il sauta sur ses pieds, courut après lui, mais tout à coup, Farid fit le rapprochement. Ganesh et sa monture. Le rat courait en se retournant de temps en temps, comme s'il l'attendait. Farid arriva sur les bords du Gange, où le rat s'arrêta, sur une des marches qui descendait vers l'eau. L'enfant baissa les yeux. Il y avait un portefeuille rempli de billets. Le lendemain matin, Farid apporta le portefeuille au commissariat de police. Contacté, le propriétaire du portefeuille, un commerçant de Bénarès, se prit d'affection pour l'enfant et il lui proposa de l'aider dans sa boutique, les jours où il n'y avait pas d'école. Le soir suivant, Ganesh était revenu bien sagement dans l'oreiller de Farid. Le dinosaure mystérieux. Chloé visite aujourd'hui la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle avec sa classe. Mais, contrairement à son copain Alexandre, Chloé n'est pas fan de dinosaures. Ça va être super méga génial, Chloé. On va voir des dinosaures, non pas en chair, bien sûr, mais en os et en grandeur nature. Comme j'ai hâte de me retrouver nez à nez avec un brachiosaure ou même un diplodocus. Chloé, elle aussi, a envie de voir à quoi ressemble un dinosaure de près. Mais bon, pas de quoi sauter au plafond, ni faire des bonds dans le musée comme Alexandre. Il faut toujours qu'il exagère, se dit-elle. Pourtant, une fois dans la galerie, la magie des dinosaures opère sur les deux amis. Alexandre se calme et parle tout bas. Quant à Chloé, elle a la bouche et les yeux grands ouverts. Jamais elle n'aurait cru que les dinosaures étaient si immenses. Elle se met alors à lire le descriptif de chaque dinosaure. Tiens, il y avait des reptiles terrestres, marins et même volants, s'exclame-t-elle. Bien sûr, répond Alexandre. Les paléontologues pensent même qu'il y a une parenté entre les oiseaux et les dinosaures. Tu ne savais pas ça? Alexandre en sait tellement sur les dinosaures que Chloé se demande parfois s'il n'a pas un cousin éloigné dinosaure. À force d'observer les reptiles volants, Chloé, qui a une imagination débordante, s'imagine sur un de ces oiseaux géants. Elle se voit survolant Paris et ses monuments. Plongée dans ses rêveries, elle ne remarque pas que sa classe s'éloigne. Quand enfin elle sort de ses pensées, ils sont tous partis et Chloé se retrouve seule parmi les squelettes. Vite, je dois les rattraper, se dit-elle en se précipitant. Chloé court de salle en salle, mais il n'y a plus personne. Dans sa course, elle trébuche sur la patte d'un tyrannosaure. Craignant qu'il s'écroule comme un château de cartes, elle ferme les yeux, mais heureusement
pousser un soupir de soulagement, bredouiller quelques mots, puis courir vers la sortie du musée pour rejoindre ses camarades. « Bah, où étais-tu passé ?» s'écria Alexandre. « Je t'ai cherché partout, le musée ferme. » « Je sais, je jetais juste un dernier coup d'œil au terrifiant Spiratasaurus. »« Ah bon, je ne l'ai pas vu celui-là. C'est un carnivore ou un herbivore ?»« Plutôt un poussiérivore, » dit Chloé dans un éclat de rire. Les doigts de fée. Dans la famille de Julia, avoir des doigts de fée, c'était comme avoir un nez, des yeux et une bouche. En effet, il n'y avait rien d'extraordinaire à avoir des doigts de fée dans une famille de fées. L'inverse, en revanche, eût été plus embêtant. Et justement, c'était le problème. Julia avait tout, sauf des doigts de fée. Quand elle avait accompagné sa grand-mère pour apprendre le métier, cela avait mal tourné. « C'est pourtant simple, » lui avait dit cette dernière. « Pour faire naître de jolis rêves dans le cœur des enfants, tu dois tapoter les petits fronts du bout des doigts. » Julia s'appliqua, mais un de ses doigts ripa et heurta brutalement l'œil droit d'un enfant qui se réveilla en hurlant. Sa grand-mère eut juste le temps de l'asperger copieusement de poudre de sommeil, et elle ordonna à Julia de rentrer à la maison. Pauvre Julia, elle s'en mordait les doigts. C'était un accident, lui dit sa maman. Demain, tu viendras avec moi. Et le lendemain, sa maman, qui était une fée des forêts, l'emmena dans les bois. Tu vois ces arbres, lui dit-elle, c'est simple, il suffit de caresser les branches pour les faire bourgeonner. Après plusieurs tentatives, Julia parvint à grimper sur une branche. Elle était contente, si contente qu'elle caressa la branche vigoureusement, si vigoureusement que, dans un craquement sec, celle-ci se brisa. Julia se retrouva par terre, la branche à la main. Sa maman fronça les sourcils et récupéra la branche. Elle fit tournoyer le morceau de bois entre ses deux doigts. En prononçant d'étranges paroles, telle une hélice, la branche s'éleva et se rattacha à l'arbre. « Je crois que ça ira pour aujourd'hui, » lui dit sa maman, et elles rentrèrent. Ce soir-là, on pria Julia de se coucher tôt. Un conseil de famille eut lieu. Mère, grand-mère, tante et cousine éloignées furent convoquées. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Julia était différente. Une vieille cousine, très sévère, proposa de la radier de la famille des fées. Et hop, le problème serait réglé. Heureusement, les autres fées s'y opposèrent. Que faire ? Un silence s'installa, bientôt rompu par un petit bruit bizarre qui venait du plafond. Les fées levèrent les yeux et aperçurent Julia en train de s'entraîner à marcher sur un fil de toile d'araignée. « Mais comment fais-tu ça ?» lui demandèrent-elles.
réalise alors à quel point sa propre famille lui manque. Il est temps de révéler la vérité. Tu as encore une famille, annonce-t-il à Églantine. Je suis Sa Majesté le prince Mot du Genou. Mes parents t'aimeront comme leur propre fille. Les deux amoureuses se rendent ensemble au château. Lorsque la reine aperçoit son fils, elle pousse un cri. Mon enfant, ne pars plus, je t'en prie. Nous t'avons toujours aimé tel que tu étais. Églantine et Mot du Genou acceptent de rester et se marient. Au palais, plus personne ne court, plus personne n'est pressé, car on prend le temps de s'aimer, jusqu'au jour où le prince et la princesse ont un bébé. Une petite fille nommée Castagnette. Très vite, elle apparaît comme une véritable tornade dans ce palais bien apaisé. Court, galope, cavale, sans jamais s'arrêter. Mais ça, c'est une autre histoire. Une fée, non merci. Pour ma naissance, j'ai eu en cadeau une fée. Oui, oui, tu as bien entendu, une fée. Mais quelle idée! Elle me suit partout, impossible de m'en débarrasser. J'ai tout essayé, en vain. Heureusement, personne, hormis moi, ne la voit. Sinon, ce serait carrément la honte. Je ne suis pas Cendrillon, ni la Belle au bois dormant quand même. En classe, elle surveille ce que je fais. Si j'ai le malheur de regarder légèrement sur le cahier de ma voisine, sans vouloir tricher bien sûr, juste pour vérifier, elle fait exprès de renverser ma trousse pour avertir la maîtresse. Cette fée est une vraie plaie. Aujourd'hui, nous allons pour la première fois visiter un château avec la classe. Pas question que ma fée vienne une fois de plus tout gâcher. Ce matin, j'ai réussi à l'attraper et à l'enfermer dans le tiroir de mon bureau. Ouf, aujourd'hui tu restes ici. Pas question de t'emmener visiter le château avec la classe. Le château est magnifique. Ma copine, Romane et moi, nous nous prenons pour des princesses. Imagine si nous avions de longues robes et une couronne sur la tête. Sans nous en rendre compte, nous perdons notre groupe, absorbés dans nos rêves, où sont les autres s'inquiète tout à coup Romane. Par là, je vois notre maîtresse. Nous courons pour la rattraper, mais ce n'est pas la nôtre. Nous faisons demi-tour, nous passons de pièce en pièce, mais notre maîtresse reste introuvable. Le château est splendide, mais aussi très très grand. Nous cavalons à travers un dédale de salles qui se ressemblent toutes. Il n'y a plus personne, on est perdu, gémit Romane. Je suis fatiguée et j'ai mal aux pieds. Nous arrivons devant l'énorme porte du château, mais elle est fermée à clé. Oh non, nous sommes enfermés. Nous appelons à l'aide, mais personne ne vient. La nuit commence à tomber. Il fait de plus en plus sombre. Et sur les murs apparaissent d'étranges ombres. J'ai peur. Je m'en veux d'avoir enfermé ma fée, pour une fois qu'elle aurait pu m'être utile. Romane et moi sommes désespérés, quand tout à coup, la porte s'ouvre sur maman, accompagnée d'un gardien. Je me jette dans les bras de maman. Comment nous as-tu retrouvés? Ce soir, quand tu n'es pas rentrée, j'étais effrayée. J'ai entendu du bruit dans ta chambre. Je me suis approchée de ton bureau, et là, un livre est tombé et s'est ouvert comme par magie, à la page d'un château. J'ai tout de suite compris que tu étais restée ici. Ma petite fée apparaît derrière la chevelure de maman, en me faisant un clin d'œil. Merci, lui dis-je tout bas. À partir de maintenant, je ne vais plus la quitter. Frérot et sœurette. Il était une fois un frère et une sœur orphelins qui vivaient misérablement chez leur belle-mère. Il faut quitter cette maison où on nous déteste, dit Frérot à sœurette. C'est ainsi qu'un beau matin, ils s'enfuirent. Le soir venu, épuisés, ils s'endormirent en pleine forêt. À leur réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il fait chaud et j'ai bien soif, dit Frérot. Il me semble entendre le murmure d'une fontaine. Allons voir de plus près.
vie aurait été belle si Frérot avait encore eu son apparence humaine. Un jour, le roi mena une grande chasse à courre dans la forêt. Le son du corps fit bondir de joie le vent. Il supplia sa sœur de le laisser aller voir les chevaux et les chiens, et il lui promit de ne pas se faire attraper par les chasseurs. Le soir même, il rentra au logis, après avoir frappé à la porte avec sa petite patte et prononcé les mots convenus. « Petite sœur, ouvre-moi !» Le roi, qui avait aperçu le ravissant animal, le suivit jusqu'à la maisonnette. Il l'entendit frapper et parler de sa douce voix. Alors, le lendemain, devançant le vent, il frappa à la porte et dit « Petite sœur, ouvre-moi !» Sorette ouvrit sans méfiance. Devant elle se trouvait un beau jeune homme coiffé d'une couronne d'or. Le roi, ébloui par la beauté de la jeune fille, lui dit aussitôt « Acceptez-vous de venir vivre avec moi dans mon château et de m'épouser ?» La jeune fille, très émue, donna son accord et ajouta « Mais il faut emmener avec nous le petit Fan, car il ne me quitte jamais. » « Qu'il vienne avec nous, dit le roi, et il la conduisit au château où les noces furent célébrées. Ils vécurent heureux, car le petit Fan était choyé, dorlotait et gambadait librement dans le parc. La méchante marâtre, qui les croyait morts, finit par apprendre qu'ils vivaient dans un bonheur parfait. Le temps passa, et la jeune reine mit au monde un beau bébé. La sorcière, qui voulait se venger, s'introduisit au château avec sa fille qui était fort laide, déguisée en femme de chambre. Les deux créatures préparèrent un bain bouillant pour la jeune reine, et elles l'enfermèrent dans la salle de bain pour la faire périr étouffée par la chaleur. Puis, la vilaine fille se coucha dans le lit de la reine, en prenant soin de remonter bien haut les couvertures. Lorsque le roi revint de la chasse, il désira voir son épouse et son enfant. La vieille sorcière lui barra le chemin. « Ne la réveillez surtout pas, majesté. Elle est lasse comme une jeune maman. Mieux vaut ne pas la déranger. » Le roi se retira, sans savoir qu'une autre femme s'était glissée dans le lit de son épouse. À minuit, une apparition ressemblant à la reine entra dans la chambre. Elle prit le bébé dans ses bras, cajola le petit Fan et disparut. La nourrice, qui veillait près du berceau, éberluée, n'osa rien dire à personne. Plusieurs soirs de suite, l'apparition revint à la même heure et fit les mêmes gestes. Puis, une nuit, elle murmura « Comment va mon enfant ? Comment va mon Fan ? Je reviendrai encore une fois, et ce sera la dernière. » La nourrice, fort effrayée, raconta tout au roi, qui décida alors de veiller lui-même dans la chambre. Vers minuit, l'apparition